fonctionne sur le principe de la pyramide ou de la hiérarchie ou de la domination. Pas mal d'historiennes écoféministes appellent ça le capitalisme patriarcal, ce système-là, en revisitant les analyses de Marx, qui a montré que le capitalisme fonctionne sur l'exploitation du travail salarié par le capital, et en disant, mais attention, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, au-dessous il y a tout ce qui est invisible, c'est-à-dire la surexploitation du travail gratuit des domestiques, des femmes, du travail gratuit de la nature pour se régénérer, et que c'est ça le fondement caché de ce capitalisme patriarcal. Donc il y a cette exploitation des femmes et de la nature qui crée les conditions cachées et invisibles du système. En ce qui concerne la figure de la sorcière, les historiennes écoféministes l'introduisent souvent à partir de cette lecture-là, c'est-à-dire en montrant que c'est au moment de l'émergence de ce système moderne, le capitalisme patriarcal, qu'ont lieu les bûchers de sorcières. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas du tout au Moyen-Âge, c'est pas l'église obscurantiste qui aurait brûlé les sorcières, c'est au moment de l'émergence conjointe de la science moderne et du régime, du mode de production capitaliste, donc 16e, 17e, 18e siècle, donc beaucoup plus récent que ce qu'on croit. Et à leurs yeux, c'est pas du tout un hasard, c'est un événement significatif de l'émergence de ce nouveau système du capitalisme patriarcal, puisqu'il s'agissait d'opérer un transfert de pouvoir des femmes vers les hommes, des couches pauvres vers les plus puissants, en créant une campagne de terreur qui dissuade absolument toutes les femmes, y compris les villageois, donc y compris pas celles qui étaient sorcières, d'avoir une forme d'indépendance ou une forme de savoir ou de pouvoir, puisqu'on pense que les femmes qui ont été brûlées comme sorcières étaient souvent des sages-femmes, des femmes qui avaient une indépendance économique, des femmes qui avaient un certain pouvoir social lié à leurs compétences médicales, des guérisseuses, et donc pour voilà, le rôle clé, là aussi je suis obligée d'aller très vite, mais des bûchers de sorcières aurait été par cette campagne, cette campagne de terreur, de permettre de faire passer le pouvoir médical des mains des femmes aux mains des hommes, de dissuader toutes les femmes indépendantes économiquement de continuer à l'être. Et en fait, ça va avec tous des changements législatifs qui interdisent justement toutes ces pratiques liées à ce que pouvaient faire les sorcières et de régression de la condition des femmes. Donc voilà le troisième type de lien. Donc là, c'est ces liens donc systémiques du capitalisme patriarcal, et les écoféministes modernisent l'analyse en montrant comment ça se reproduit actuellement dans un certain nombre de pays. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On va en profiter pour faire tout de suite 10 minutes de questions. Donc là, on a du temps pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou quelqu'une? On peut faire passer un micro au besoin. Alors, moi, j'ai des questions. Sinon, au besoin. Oui, je vois qu'elle est. Non, pas de question. Oui, il y a une question d'abord. Il y a un micro qui arrive. Salut, merci beaucoup. Juste une question, est-ce que tu pourrais revenir sur le lien entre écoféminisme et féminisme des Suds, et situer un peu géographiquement où sont les écoféministes, voilà, est-ce qu'elles sont liées à la diversité, est-ce qu'elles sont... Merci. Alors, des écoféministes des Suds vraiment revendiqués, comme tels, avec ce nom-là, il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, il y a une sorte d'emboîtement de cercle concentrique, où il y a des stratégies aussi pour savoir à qui on va coller l'écoféministe, alors que c'est juste des environnementalistes qui sont des femmes, mais qui sont ni féministes, ni écoféministes, ni rien. Donc c'est délicat. Après, ce qu'on peut dire, c'est que l'écoféminisme, y compris dans sa version du Nord, a des liens avec les féministes des Suds et même avec les mouvements de femmes
pas féministe, mais voilà, des Suds, au sens où c'est un féminisme qui se veut postcolonial, qui a vraiment théorisé, qui a souvent été accusé, comme tous les féminismes, d'être un truc de bourgeoise blanche. Et évidemment, c'est pas faux, voilà, il n'y a qu'à nous regarder. En même temps, du point de vue théorique, c'est un féministe qui a aussi une conscience et un souci de l'interconnexion de toutes les formes de domination, et qui, du coup, par exemple, dès 75, par exemple, une théologienne écoféministe qui s'appelle Rosemary Radford Luther, je ne sais pas comment ça se prononce, mais théorise l'intersectionnalité, alors qu'on pense souvent que c'est plus tardif, etc. Donc il y a ce souci-là. Ensuite, ce souci, je veux dire, cette préoccupation et cette théorisation-là de l'interconnexion, ce qui fait que ça me semble pouvoir être un outil théorique utilisable dans le contexte des Suds, même si c'est pas forcément fait explicitement. Voilà, parce qu'il y a souvent un rejet du féminisme dans pas mal d'anciennes colonies. Ensuite, sur où elle se situe, là aussi tout dépend de jusqu'où tu élargis l'étiquette. Celles qui sont revendiquées dans les Suds, il y a Vandana Shiva en Inde qui vraiment utilise explicitement ce terme-là. Et après, c'est surtout en Amérique latine qu'il y a des femmes aussi qui peuvent se revendiquer écoféministes. Certaines sont rattachées à des universités, d'autres pas, mais c'est vrai que souvent, en fait, ce truc d'utiliser un label ou une étiquette, c'est assez universitaire. Et en plus, j'ai remarqué, je suis allée 3 mois en Inde au printemps dernier, notamment 2 mois dans l'ONG de Vandana Shiva, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, les justifications théoriques de l'écoféminisme sont assez compliquées, voire tirées par les cheveux, et que du coup, finalement, comme c'est pas forcément si facile de mobiliser réellement à partir de là, parce que dès qu'on commence à essayer d'expliquer, voilà, à part si on se contente de dire oui, toutes les dominations sont une seule et même domination, mais ça me paraît un peu court. Voilà. Ça répond. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Alors moi, j'étais assez curieuse de savoir ce que tu penses des rapprochements actuels qui peuvent avoir lieu ou pas entre l'écoféminisme et le courant queer, la théorie queer de manière générale, puisque à travers la figure de la sorcière, justement, en anglais, le terme witch, il est beaucoup plus neutre et moins genré qu'en France, la figure de la sorcière. Et justement, des personnes queer s'en sont emparées pour le revendiquer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette évolution de l'écoféminisme actuellement ? Alors, c'est vrai que l'écoféminisme et le féminisme queer n'ont pas toujours forcément fait bon ménage, puisque l'écoféminisme a une image très essentialiste. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de textes qui ont beaucoup souligné le symbolisme féminin, le symbolisme masculin, etc. etc. Donc, l'écoféminisme a souvent été vu comme essentialiste et différentialiste, et donc pas du tout queer. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais de toute façon, dans l'écoféminisme, il y a une telle diversité qu'en fait, on trouve un peu tout et son contraire sur le plan théorique. Il y a des écoféministes queer, par exemple une Australienne qui s'appelle Greta Gard, qui a écrit des textes clairement queer, et qui montre que même dans les écoféministes qui se revendiquent pas queer, comme un des thèmes clés de l'écoféminisme, c'est la déconstruction des dualismes et de chercher des modes de pensée non dualistes qui opposeraient pas hommes et femmes, nature et culture, humain et animal, etc. En fait, ça en fait une ressource conceptuelle possible pour la théorie queer, et ça va dans ce sens-là. Il y a vraiment cette recherche de comment on fait pour arrêter de penser sur un mode d'opposition binaire entre masculin, féminin, humain, nature, donc ce qui est aussi une recherche du féminisme queer. Un autre point en revanche qui me paraît les rendre plus difficilement réconciliables, c'est que les écoféministes ont souvent considéré le féminisme queer et plus largement en fait les féminismes postmodernes, voilà, Judith Butler, Donna Haraway, comme étant assez idéalistes au sens de pas ancrés dans la matière et notamment pas ancrés dans la matérialité des corps, et comme proposant des trucs très individualistes du genre chaque individu peut avoir son propre genre, donc assez aveugles aux grandes structures économiques et politiques qui nous genrisent. Et voilà, pas ancré dans des questionnements matériels, de questions de subsistance, etc. Et ça, c'est un point, disons qu'il faudrait, pour créer plus de rapprochement,
Le problème me semble plus être de ce point de vue de comment on réintroduit du matérialisme dans un féminisme queer, ce qui n'est pas du tout infaisable, hein, mais que comment on dédualise ou désessentialise l'écoféminisme, parce que c'est un mauvais procès de dire que c'est écoféministe. Oui, il existe des rapprochements entre queer et matérialisme, justement, donc c'est tout à fait imaginable. On a le temps pour une dernière question, au besoin ? Oui ? Tu l'auras dit ? Oui. Ou sinon, elle peut juste répéter la question aussi. Alors, effectivement, en fait, il y a peu d'écoféministes qui disent... Tu peux l'en dire ? Ah. Alors, la question, ça portait sur l'essentialisme de l'écoféminisme, qui est effectivement une attaque qu'on fait souvent contre l'écoféminisme. Et donc, la jeune fille disait, il y a quand même beaucoup d'essentialistes chez les écoféministes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, elles ont effectivement eu une stratégie de dire... Enfin, le point de départ, c'est de dire, historiquement, culturellement, il y a eu une association entre femmes et nature. Baudelaire, par exemple, que j'adore, mais il a écrit une phrase qui est « Les femmes sont abominables, c'est-à-dire naturelles ». Et en fait, on trouve plein de citations comme ça. Donc c'est un fait, cette association-là, elle existe. À partir de là, il y a eu le choix Simone de Beauvoir, anti-essentialiste, on l'a déconstruit. Ce que disent les écoféministes, c'est en fait, en déconstruisant cette association Femmes-Nature, ça a eu du bon, mais on a aussi perdu quelque chose qui pourrait être une ressource politique, psychologique, dans cette association. Donc un certain nombre effectivement l'ont du coup simplement réhabilité au premier degré en disant bah oui c'est vrai les femmes et la nature elles sont vachement liées, regardez nos cycles, la lune, tout ça, on voit bien que c'est la même chose et c'est une stratégie qu'en France on comprend pas trop mais qui est pas moins féministe qu'une autre il me semble. Je pense qu'un féminisme essentialiste qui soit réellement féministe c'est possible. Après, c'est pas le cas de la majorité. En fait, la majorité, on dit, on va pas juste détruire ou occulter ou nier cette association-là, on va chercher comment on la politise. Et effectivement, du coup, ça revient à dire, ce qui associe femme et nature, c'est une position en tant que dominée dans ce système-là et pas une essence. Mais voilà, on trouve ces différentes tendances-là. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Burgard-Goutal. Merci à vous. On va maintenant passer à l'intervention de Nathalie Mondeau, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, artiste plasticienne et ethnobotaniste, et qui va nous expliquer ce que c'est que l'ethnobotanisme, j'espère. Okay. Bon, bonjour, j'espère que vous m'entendez. S'il y a un souci, dites-moi. Des fois que j'oublie de parler dans le micro. Alors, moi je vais partir de l'image de la sorcière contemporaine. Et je vais parler de quelque chose que je connais bien et que je maîtrise, c'est-à-dire ma propre expérience. Donc du coup, voilà, comme tu le disais, je suis artiste plasticienne. Ok, j'ai tout un cursus, j'ai suivi les beaux-arts, etc. J'ai travaillé notamment sur un gros projet qui m'a pris beaucoup d'années, un travail photo autour de la question du genre, bien avant que ce soit à la mode. Et à travers ça, sur des questions personnelles, j'en suis venue à travailler sur cette image, sur la question du genre. Donc j'ai amassé toutes les images stéréotypées de notre société, tous les comportements, j'ai tout listé autour du masculin, autour du féminin. Et après, je les ai performés, c'est-à-dire que je me les suis vraiment appropriés chacun. Et j'ai fait ça, j'ai d'abord commencé par le côté masculin. Et on est sorti toute une série photos, d'autoportraits, avec à la fois des attitudes, une façon de se positionner dans l'espace, une façon de communiquer, de prendre la parole, une façon purement physique après. Ensuite, j'ai fait la même chose du côté féminin. Même processus, même protocole. Alors, le constat pour moi a été que ce soit de performer le genre masculin ou le genre féminin,
a été bouleversant. Bien qu'entre-temps, j'ai fait toute une série de témoignages par la photo. Il m'a fallu énormément de temps pour travailler sur ces photos, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à me reconnaître, je n'arrivais pas à me voir en tant que sujet masculin ou en tant que sujet féminin. Ok, alors je vais faire un petit crochet. Me voir avec une moustache complètement maquillée, fringuée, dans une attitude, dans une position dans l'espace typiquement reconnue comme masculine dans notre société, ou me retrouver à déambuler avec des talons de 12, maquillés, etc. et tout, pour moi, c'est le même calvaire. Ok. Donc, de là, on m'a dit, ouais, c'est pas mal et tout, mais en fait, toi, t'es gender fluid. Ah, puis là, c'est vrai que on avait avancé dans les époques, hein, parce qu'en fait, j'ai pas fait ça en un an. Ça s'est passé en plusieurs années. Et on commençait à entendre parler de la théorie queer en France, et je gravitais aussi dans ces milieux-là. Et c'est vrai que le côté fluide, enfin voilà, je vais passer de l'un à l'autre. En fait, au final, pour moi, l'un et l'autre n'ont pas d'importance. Ce n'est pas la question pour moi. Et du coup, même si enfant, à chaque fois on me disait « Ah, il est joli votre petit garçon », bah non, c'est une fille. « Ah, elle est jolie votre petite fille », ah oui, c'est une fille. Ok. Pour moi, en fait, aujourd'hui, la question se pose toujours, c'est-à-dire qu'au travers des années, j'ai passé 40 ans maintenant, mais à chaque fois, je vais rentrer dans un magasin, un coup on va me dire bonjour monsieur, un coup on va me dire bonjour madame, un coup les deux, un coup de « Pardon, je suis désolée ». Et franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est que je regarde la personne, c'est votre souci. Je renvoie à l'autre l'envie de poser absolument une étiquette. Cette notion de renvoyer à l'autre l'envie de poser une étiquette est importante. Donc, du coup, j'ai ce côté-là, j'ai cette identité-là d'artiste plasticienne. J'ai une autre identité d'ethnobotaniste. Ethnobotaniste, j'étudie donc la relation entre... Je vais vous donner ma définition. J'étudie la relation entre les êtres humains et les végétaux. Si vous cherchez un petit peu sur le net la définition de l'ethnobotanique, on vous dira que c'est la relation entre les hommes et les plantes. Voilà, je vous laisse comprendre. Donc l'ethnobotanique. Et en quoi est-ce que justement je me questionne sur cette image de la sorcière contemporaine? C'est parce que dernièrement, au travers de mon parcours d'ethnobotanique, en étudiant cette relation entre les êtres humains et les plantes, on est venu à me dire, mais en fait, t'es sorcière? J'étais à la fois genre, ouais, ça pourrait être sympa d'être sorcière, en même temps, c'est hyper chargé parce que c'est hyper connoté. Pourquoi c'est hyper connoté et pourquoi je pourrais également me définir comme sorcière, ou pourquoi, surtout, les autres vont me définir ou me désigner comme sorcière? Alors, petit 1, je suis née femme. Ok, on a compris, j'ai déconstruit le genre, tout ça, je m'en bats les ovaires. Il importe qu'aujourd'hui, quand je me définis comme femme, ou quand je vais me positionner comme femme, je le fais, c'est politique. Ok? Silence dans la salle, tout le monde est d'accord. Okay. Par rapport à ça, donc oui, ça renvoie à tout mon travail sur le genre, sur la déconstruction du genre, sur le rôle de la femme, selon notre société, etc. Blablabla, on a bien compris. Et donc aujourd'hui, quand je vais dire oui, je suis femme, et que quand on me voit arriver le bazar, c'est pas toujours, ça correspond pas aux critères de notre société. Moi, je l'affirme, et c'est politique. Point. Tout comme le fait d'être féministe depuis le berceau, ça m'est tombé dessus, j'y peux rien. Ensuite, les plantes. Je reviens un peu à l'ethnobotanique. Les plantes. Les plantes, c'est quoi? Je suis donc une femme de savoir. J'ai des connaissances sur les plantes. J'ai beaucoup de connaissances sur les plantes, dans plein de domaines. Et, en tant que femme de savoir, du coup, d'un seul coup, mais merde, c'est une femme, en plus, elle sait des trucs. Si vous saviez comment ça peut être fatigant, mais vraiment épuisant, parfois, de me retrouver invitée dans différents lieux où je vais me retrouver avec une masse de personnes du genre masculin pour le coup, d'âges divers et variés, et je vais passer ma journée à me repositionner, à affirmer mon savoir, mes connaissances, etc., face à quelqu'un qui va avoir le toupet de me demander « T'es sûr que c'est bien, c'est quoi, du lierre terrestre, t'es sûr ?» Mais j'y connais rien en plantes, mais t'es vraiment sûr? Putain, gars, j'ai 20 ans de connaissances là-dessus. Voilà. Bref, je vais y passer la journée à faire ça. En tant que femme, parce que je suis identifiée aussi dans certains contextes en tant que femme, on va me demander de justifier, de rejustifier mes connaissances et mon savoir. Ensuite, les plantes comme remède, les plantes comme soin. Donc, je serai une femme de soin. J'ai des connaissances, pour le coup, en plantes médicinales
Et c'est également mon sujet d'étude. Et ben là, c'est pareil. On vient à un truc, je suis une femme de savoir, et en plus, je soigne. Tout à l'heure, en fait, Jeanne nous parlait d'un bon nombre de sages-femmes qui ont fini sur le bûcher. Je vous laisse faire le lien. Autre lien, je travaille aujourd'hui sur un sujet de recherche, sur une enquête ethnobotanique autour des plantes et de la santé des femmes. À travers ça, du coup, je mène toute une recherche sur les plantes qui peuvent soigner les maux spécifiques à la sphère gynécologique, qui peuvent accompagner la grossesse, le postpartum, la ménopause, etc., etc., etc. Il faut savoir que d'un point de vue de la médecine officielle, médecine allopathique, qui est très très bien, je ne remets pas en cause, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de remèdes pour soulager, soigner, accompagner des difficultés qui sont liées à la sphère gynécologique, si ce n'est de éventuellement proposer du paracétamol, une ablation ou une bonne thérapie. Je fais court, j'assume. À travers mon enquête, ce qui apparaît, c'est qu'il existe une liste qui est de plus en plus longue de plantes qui sont en mesure d'accompagner, de soulager, de soigner des problématiques qui sont typiquement liées, spécifiquement liées à la sphère gynécologique. Je pose juste la question, pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne le diffuse pas? Ok. Les plantes comme compagnonnage. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Alors, les plantes comme compagnonnage, c'est ma compagne qui m'a sorti le terme hier quand on en discutait ensemble. J'ai trouvé ça joli. Et le compagnonnage avec les plantes. Les plantes, au travers du dessin. Je fais beaucoup de dessins. Les plantes, je les dessine, que ce soit à travers de l'illustration botanique ou au travers de recherches artistiques et plastiques diverses et variées. Les plantes, au travers de la conception d'amulettes. J'en ai une autour du cou qui pendouille là. Les plantes au travers de la culture et des plantations en termes d'avoir son propre potager, d'avoir ses plantes aromatiques et compagnie. Donc un compagnonnage au quotidien, c'est-à-dire que mon quotidien, ce sont les plantes. Ensuite, le fait de vivre en marge de la société. Alors ok, aujourd'hui je vis en plein Paris, d'accord, mais je suis quand même complètement en marge de la société. Juste par des choix de vie, qu'on qualifie d'alternatifs, qui font que, non, je refuse de rentrer dans le moule proposé par la société, je refuse de rentrer dans le cadre de la société. Donc je vis au dehors. Et là-dessus, je renverrai une définition, justement, du possible, en termes de recherche étymologique autour de sorcière et donc autour de witch, qui viendrait de Hex en allemand, dont l'une des étymologies viendrait de Hag, je peux être un peu geek aussi beaucoup, qui en fait voudrait dire à la lisière de, en marge, à la lisière de, bref, en faites ce que vous voulez. Et cette image qu'on peut avoir de la sorcière qui vit au fin fond des bois. Pareil, beau fantasme. Et je terminerai par la colère. Alors là, tout à l'heure, en discutant, je me disais, comment je vais caser la colère alors que elle est bel et bien là, ma colère. Ma colère, elle est là, et à ce moment-là, je vais juste faire une citation tirée du bouquin d'Emily H, qui s'appelle le bouquin Reclaim, avec mon magnifique accent. Où, en fait, il y a un passage où elle dit que donc, ma colère viendrait en tant qu'héritière de ces milliers de femmes brûlées vives pour avoir refusé de plier devant l'éradication de leur monde au profit d'un autre. Et ma colère, elle vient de là, pour faire ça. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour de ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on va me poser la question du genre, mais en fait, t'es sorcière? Pour moi, ce qui est exactement mon ressenti, c'est pareil de quand on dit mais en fait, t'es femme ou t'es homme? Je sais pas. Sorcière, pour moi, c'est lourd à porter. Me définir femme, c'est lourd à porter. Pourquoi c'est lourd à porter? Parce que je ne vais pas refaire l'histoire qui a été transmise hier, et puis Jeanne parlait tout à l'heure. Beaucoup sont mortes brûlées pour ne pas être entrées dans les clous, pour simplement déranger, pour pas être dans la norme de la société établie. Et du coup, oui, c'est lourd. Et si aujourd'hui je vais me définir comme femme dans un acte politique, si je viens me définir sorcière, c'est au regard de ça. Mais au final, dans la plupart des cas, c'est vous qui me définissez comme telle, c'est vous qui me mettez dans une catégorie, qui me mettez une étiquette. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie. On va passer du coup maintenant, et après il y aura un temps pour les questions qui vous réunira toutes les deux. On va passer maintenant à Barbara Gay, qui est artiste plasticienne, performeuse, qui est clown et qui est poétesse. Bonjour. Moi j'ai pas du tout d'approche universitaire, théorique ou intellectuelle sur la question de la sorcière en particulier. J'y suis venue par l'effet de mode, parce que j'étais intriguée pourquoi cette figure, parmi tant d'autres qui peut être considérée comme une figure artistique à bien des égards, était en train d'émerger. Et puis j'ai été invitée sur cet événement, probablement par l'étrangeté de mon travail, donc que je qualifie par nécessité professionnelle de clown, c'est-à-dire que j'agis avec un masque, donc ce qui suppose une métamorphose. Mais voilà, donc là je vais vous proposer des hypothèses plus ou moins justes, plus ou moins folles, plus ou moins personnelles d'une vision de la sorcière. Finalement hier, on a beaucoup décrit le mythe de la sorcière, le mythe c'est-à-dire la sorcière comme quelque chose qui n'a pas été réel, qui a été une image qui a été fabriquée pour qu'on puisse détruire les femmes. On a très peu parlé du paganisme, alors que là je trouve que ma collègue vient quand même bien maîtriser le sujet, des femmes qui savent. Il y en a d'autres. Donc d'abord je vais vous parler un tout petit peu de mon histoire personnelle, parce que les sujets que je vais aborder par la suite pourraient vous étonner. Donc je m'appelle Barbara Gay. Barbara, ça veut dire l'étrange, l'étrangère. J'étais attendue comme un Mathieu. Donc on attendait un petit garçon, et puis hop, on m'a vu sortir avec un clitoris. On m'a dit, mais comment on va l'appeler? Barbara, l'étrangère. Voilà. Donc je l'ai su beaucoup plus tard, que j'étais cette étrangère. Et je m'appelle Barbara Gay, G-A-Y, donc ce qui fait la blague. Et Gay, c'est le nom qu'on donnait aux enfants nés sous X jusqu'au début du XXe siècle. C'était une manière justement de les nommer, de leur dire bonne chance, les enfants de la joie. Vous, les enfants nés sous X, on vous souhaite bien de la joie. Merci. Voilà. Je suis enfant de travailleurs du sexe. Mais ma mère était prostituée, mon père gigolo. Donc j'ai eu une enfance complètement extravagante, avec des déménagements nocturnes, puisque c'est quand même un métier où on fuit beaucoup. Et puis à 13 ans, ma maman est décédée dans un accident de voiture, des circonstances un peu louches, et mon père s'est barré. Donc vous pouvez supposer une adolescence un peu chaotique. Et au final, j'ai trouvé très peu de sens à l'existence jusqu'au début de l'âge adulte. Et c'est l'itinéraire artistique qui m'a définie, en fait, puisqu'il y avait vraiment un problème dans ma famille. J'étais élevée par ma grand-mère maternelle qui a pris la suite au décès de ma mère. Et donc j'étais tout le temps soit la fille de mon père, soit la fille de ma mère. Donc, en gros, j'étais destinée à être une putain, Et donc le chemin artistique est arrivé chez moi comme la seule manière de me réinventer, en fait. Et puis au-delà de cette question identitaire sociale, le chemin artistique pour moi, je me définis comme artiste brut, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une nécessité pour moi de m'exprimer, quel que soit le médium, pour pas devenir folle. Donc là, dans l'approche que je vais avoir de la sorcière, je vais effectivement vous parler de la question de la folie, de la santé mentale en tout cas, et puis de la prostitution, en tout cas de la puissance sexuelle, et en particulier de la perversité, qui sont des sujets qui m'intéressent aujourd'hui particulièrement en tant qu'artiste. Je vais donner une petite référence. Donc pour commencer, je vais m'intéresser à la question de l'ambivalence. Et donc la seule référence bibliographique que je vous donnerai sur cette question, c'est un livre qui s'appelle Rituels et simulacres aux sources de la théâtralité, qui a été écrit par Jacques Bourgault, qui est un homme de théâtre et qui est aussi thérapeute. Donc brièvement, lui il dit qu'en fait l'ambivalence, elle est prise en charge socialement dès l'Antiquité par les fêtes dionysiaques et subsiste jusqu'au carnaval, où en fait c'est la société qui autorise l'individu à être autre dans un espace politique et social sur un temps donné. Donc le carnaval, très clairement, le prêtre se prostitue, la prostituée fait la messe, et tout le monde prend part à l'orgie collective, et ça expulse une certaine violence sociale. À partir du moment où le carnaval est interdit, on va voir se multiplier des cas d'exorcisme. En fait, l'exorcisme apparaît à ce moment-là.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'exorcisme est un exercice qui est public. Hein, on ne va pas forcément chez les gens les exorciser. On les amène sur la place publique. Donc effectivement, il y a énormément de femmes qui sont exorcisées. Le job de l'exorciste, donc il y a un homme d'église, c'est d'identifier l'étrange en l'autre. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a une posture sociale, qui est reconnu, qui est, bon voilà, machin, un truc bidule, et puis à un moment, il fait un gros craquage, quoi. Donc le prêtre, il déboule et il dit, mais quel est cet étranger dans cette normalité, quoi. Donc à ce moment-là, comme la démonologie des sorcières, on va avoir des classifications de l'étrange qui possède ces hommes et ces femmes. Et donc voilà, on va chercher à identifier quel est cet étrange. Je fais un tout petit détour pour dire que dans d'autres sociétés que la société occidentale, quand quelqu'un va avoir une crise de délire, voilà, une bouffée délirante, enfin je parlerai ensuite des catégories de la maladie mentale, plutôt que de l'enfermer ou de l'exorciser, etc., on va voir dans cette trace pathologique le signe d'un destin social, enfin d'un itinéraire social particulier. Je parle notamment des chamans, voilà, enfin, toutes les sociétés qui travaillent autour des traditions chamaniques. Et donc, quand il y a un signe de maladie mentale, plutôt que d'isoler l'individu, on lui dit, voilà, tu vas faire quelque chose de ce caractère étrange et extraordinaire, et on va t'accompagner pour que tu aies une place dans la société. Donc voilà, donc les exorcismes, après, donc on est interdit le carnaval, les exorcismes multiplient, à tel point qu'on se demande qui est possédé et qui est comédien, en fait. Qui a besoin de ce rituel-là pour se transformer. Parce que, à l'échelle d'une vie, tout le monde a besoin de métamorphose. Enfin, voilà quoi, une vie, ça laisse le temps de la métamorphose. Ensuite, les contemporains, la psychanalyse, etc. Donc, très brièvement, on parlera donc de l'ambivalence, puis des comportements qu'on a appelés possession à un moment. On va les qualifier, on va les appeler folie. Donc, on a 3 grandes familles dans la question de la folie. On va avoir la névrose, donc, qui sont tous les comportements dépressifs, euphoriques. Donc on a appelé ça mélancolie. Ensuite on a eu maniaco-dépressif. Aujourd'hui on appelle ça bipolaire. Donc ça c'est une première famille, les névroses. Ensuite on a les psychoses, donc qu'on définit comme troubles de l'imaginaire dans le réel. Donc je vous invite à réfléchir, c'est pas plutôt trouble du réel dans l'imaginaire. Enfin bref, je reviendrai là-dessus, mais voilà, donc de la petite parano du couple classique, la grande bouffée délirante, en passant par la perversion sexuelle. Donc là, en ce moment, on a vraiment la figure du pervers narcissique ou du pervers manipulateur qui est en pleine expansion. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une psychose. Et puis la schizophrénie, qui est vraiment un dédoublement de la personnalité. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire de l'ambivalence, pour dire que l'ambivalence a été traitée, accompagnée politiquement et socialement. Et moi, je dresse aujourd'hui l'hypothèse que probablement certaines des sorcières qui ont été brûlées étaient effectivement des femmes, des personnes qui passaient par des phases de folie, qu'à l'époque on ne savait pas qualifier, en fait. Donc voilà, comme la société de l'époque n'avait pas les moyens cette folie faisait peur. Donc voilà, il me semble que les sorcières de l'époque qui ont été brûlées sur un bûcher peuvent être des femmes qui à un moment ont une fragilité psychologique. Ce dont on ne parle pas, moi qui m'a un peu scandalisé hier, c'est quel est le profil psychopathologique de l'inquisiteur. Déjà, on en parle très peu, mais finalement, voilà, je laisse la question ouverte. Donc ça, c'est pour vraiment sur la question de l'ambivalence. Donc voilà. J'ai aussi envie de parler de la question, donc je vais comme ça faire un espèce de patchwork, et puis après je recentrerai sur la question de la sorcière aujourd'hui. J'ai aussi envie de parler de la question de la puissance sexuelle, que j'ai très peu entendue finalement. Je trouve que c'est aussi une problématique qui est très à l'œuvre sur la question de la sorcière et probablement des femmes qui ont été brûlées. Et je vais faire un petit détour par la prostitution, qui est un de mes sujets de recherche aussi en tant qu'artiste performeuse. Moi, je suis un peu choquée par le fait qu'on est tout le temps en train de dépeindre la prostitution et la prostituer, alors que la prostitution, c'est une problématique qui va bien au-delà de la question du genre. On parle des femmes victimes d'hommes qui seraient contraintes à se prostituer, etc. Je ne nie pas cette réalité, elle existe, mais on ne parle pas des hommes et des femmes qui se prostituent par vocation, par choix, en fait. Tout simplement, moi, par exemple, quand je faisais mes études, j'avais pas de thunes, j'avais nettoyé les chiottes et les cinémas le dimanche, et j'avais des copines qui me disaient clairement, mais moi, je préfère sucer une bite que nettoyer des chiottes. Enfin, voilà, c'est un positionnement dans la vie, quoi. Je veux dire,
Et on parle pas de ce métier-là non plus, on parle pas de ces métiers-là, et du coup on stigmatise les femmes prostituées comme victimes, alors que non, je suis désolée de vous dire qu'il y a des femmes qui, voilà, c'est un métier, c'est des compétences, c'est technique aussi, la prostitution. Donc voilà. Et en fait, dans cette question de la prostitution, je suis tombée sur la question de la perversité, donc qui recoupe pour moi avec la question de la santé mentale, enfin de la maladie mentale. La perversité, donc qui est qualifiée, la perversion qui est qualifiée de psychose aujourd'hui. Donc il y a effectivement une partie de la population qui est perverse, et la perversion peut se placer dans n'importe quelle forme relationnelle, jusque dans la sexualité qui est une forme relationnelle. Et en fait, moi je vois les travailleuses du sexe vraiment comme des femmes, soit qui permettent aux gens pervers d'exprimer leur perversité. C'est-à-dire, très clairement, j'ai envie de me faire attacher à une toilette et de me faire pisser dessus. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir une prostituée ou un psychanalyste? Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas 3000 métiers qui s'occupent de cette question de la perversité, quoi. Soit sur des témoignages récents, des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes une perversité que la prostitution leur permet d'assumer, en fait. Voilà, ils choisissent de se faire payer pour ça, pour pouvoir que l'autre exprime sa perversité, mais aussi pour consenter leur propre perversité. Donc, parmi les sorcières qui ont été brûlées, je pense qu'il y avait aussi des femmes perverses, et je pense qu'elles ont été brûlées en masse parce que les hommes pervers voyaient le reflet de leur propre perversité dans ces femmes, soit qui étaient extrêmement libres et pas pour autant perverses, qui étaient puissantes sexuellement, soit qui étaient perverses et qui renvoyaient les hommes à leur propre perversité. Donc ça, voilà, c'est pas une théorie à laquelle je vous demande d'adhérer, il n'y a pas de données là-dessus, il n'y a pas de... c'est ma propre lecture de qui étaient ces femmes qui étaient brûlées hier et qui elles sont aujourd'hui aussi, ces sorcières. C'est-à-dire que ces sorcières, aujourd'hui, pour moi, c'est des femmes qui sont ambivalentes, qui sont à des endroits de puissance, de liberté sexuelle, qui sont potentiellement à des endroits où elles assument leur perversité. Et puis, on peut se demander à l'échelle d'une vie qui n'a pas eu un petit épisode pervers sur la construction de son identité sexuelle, quoi. Enfin, je veux dire... Voilà, après, c'est des questions hyper intimes, parce que je pense que la sorcière, c'est un vécu qui est très intime. Et enfin, je vais parler pour le dernier sujet que j'ai envie d'aborder sur cette question, c'est la question du processus de création et de la créativité, donc qui est une question qui me concerne particulièrement. Comment on définit la santé mentale? Donc j'ai demandé à une amie, qui est ma mère d'adoption, qui est experte du sujet, qui travaille sur le processus de création, je lui dis, mais qu'est-ce qu'un individu en santé mentale? Elle me dit, un individu en santé mentale, c'est un individu qui peut passer par des états pathologiques sans jamais y rester. Voilà. Donc, finalement, aussi, ces états limites de pathologie qu'on traverse tous, parce que la petite dépression, la petite parano du couple, ou alors se prendre pour quelqu'un d'autre, voilà, ce qui paraît être un schizophrène, mais qui n'a pas rêvé d'être quelqu'un d'autre en soi, voilà, c'est la santé mentale, c'est passer par ces états pathologiques sans jamais y rester. Et avoir une identité, la question de l'identité par rapport au processus de création, elle est importante, comment dire, en tout cas personnellement, pour inventer cette identité artistique. Ben oui, je suis passée par des phases où j'ai eu des grosses déprimes, où j'ai eu des bouffées délirantes, où j'ai aimé, enfin j'ai fantasmé. Par exemple, je mène un personnage de clown que vous pourrez voir ce soir, si vous restez jusque-là, qui s'appelle Pouc Personne. C'est un processus de métamorphose. Du coup, oui, certains psychiatres pourraient dire, ah oui, tiens, ce processus de création est très proche de la schizophrénie. À quel point elle sait qui elle est, à quel point elle se prend pour l'autre, etc. Bon, voilà. Donc, c'est des enjeux quand même de société qui me paraissent importants. Et au-delà de la figure de l'artiste, cette question de la créativité, en fait, de construire une identité tout au long de la vie qui suppose des métamorphoses, etc. Bah oui, ça suppose forcément de passer par des endroits, voilà, comment se réinventer. Et j'ai le sentiment que finalement, aujourd'hui et hier, aux femmes, on leur laisse que le choix de la métamorphose de la maternité. C'est-à-dire, une femme qui a un corps qui se métamorphose tout d'un coup parce qu'elle devient mère, ah oui, pas de souci. Une femme qui veut changer de genre, là. Une femme qui est deux, il y a quelqu'un qui fait une recherche documentaire sur mon travail, il me dit, vous êtes deux pour un corps. Voilà. Donc cette question du corps, enfin, je crois que je suis en train de me perdre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et donc voilà, ça suppose des métamorphoses. Donc pour moi, les sorcières aujourd'hui, c'est toutes ces femmes qui sont un peu en marge, qui peuvent passer par des états de trouble, qui le créent, voilà. Et c'est aussi les sorcières d'hier, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas besoin. T'en as très bien parlé, quoi. Cette question de la marginalité, de prendre le risque de changer d'identité, de changer de sexe, de changer de métier, enfin tout ce que ça suppose. Finalement, j'ai l'impression que la femme, elle est vraiment Enfin, moi, je ressens ça, quoi. On va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es clown? Ah oui, mais tu fais des performances sur la prostitution, t'es prostituée? Ah, mais du coup, tu travailles avec des plantes et des ossements, parce que du coup, je suis plasticienne et je travaille aussi avec des plantes et des ossements. Alors, t'es sorcière? Bah, en fait, je suis tout ça à la fois, si pour toi, c'est si urgent et important de me définir, en fait. Et en même temps, je suis rien de ça, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas, en tant que femme, j'ai une pression particulière, j'ai un devoir social et politique de me définir. Et même, en fait, ce qui parfois me chagrine, même de la part des autres femmes. Voilà, les femmes, par exemple, j'ai fait 3 mois de road trip en Asie en tant que femme célibataire avec un sac à dos. Il y a très peu de couples qui ont été amicaux avec moi, quoi. J'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je viens me piquer mon mec. Non, je voudrais juste... En fait, je suis francophone, toi aussi. Tu vois, on se retrouve à 10 000 bornes. On peut juste avoir une conversation cordiale, quoi. Ça serait quand même hyper cool, quoi. Donc, cet espace de surdéfinition, en fait, potentiellement, en tant que femme, donc, je suis héritière de ça, de ce danger, de ce trouble. Et donc, on cherche tout le temps à me définir. Moi, je trouve ça assez problématique. Et aujourd'hui, effectivement, on me dit de plus en plus souvent, 15 minutes, oui, on me dit de plus en plus souvent que je suis une sorcière parce que, notamment, j'habite à la campagne. Donc, j'habite à la campagne aussi pour des choix économiques, quoi. C'est vachement moins cher que d'habiter à Paris, même par rapport à la qualité de vie que j'ai. Et puis, en habitant à la campagne, en m'adaptant à mon environnement, j'ai commencé à récolter, ramasser des animaux morts en bord de route, en fait, parce qu'il y en a énormément. Et puis, en fait, j'utilise beaucoup le rituel, voilà. Comme j'ai pas eu de structuration familiale, identitaire particulière, le rituel, c'est arrivé à un moment dans ma vie et ça m'a permis de me structurer, quoi. Donc j'utilise le rituel autant pour me purifier, donc par exemple des huttes de sudation, même des saunas, des fois je vais au hammam, voilà. J'utilise le rituel comme protection. Par exemple, j'ai un grand voyage à faire avec beaucoup de matos, parce que voilà... mon spectacle tourne machin, du coup je vais faire un rituel de protection, ou alors j'ai enterré un animal mort, et c'est vrai que parfois dans le rituel, par exemple la première fois que j'ai enterré un animal qui s'était fait shooter par une bagnole, je me suis dit putain de société, quoi, j'ai eu une chouette effraie entre les mains, je sais pas si vous voyez ce que c'est, une chouette effraie, c'est un tout petit animal qui est magnifique, et j'avais cet animal mort magnifique entre les mains, quoi, et je me disais waouh, il y a quelqu'un qui est passé, qui a tué cette beauté, quoi. Et sans aucune conscience, en fait. Et du coup, moi, ça me fait du bien, juste pour donner du sens à ma vie, de ramasser cette beauté, puis de lui donner un petit peu de temps pour lui donner une sépulture qui est digne, en fait. Et c'est pas pour autant que je suis une sorcière. Donc après, bon, j'ai poussé le délire. Donc j'enterre les animaux. Au bout d'1 an, je peux récupérer leurs os. Je les mets dans des tableaux. Je leur donne une autre vie. Et ça me fait du bien. Et à la scène, c'est pareil. Finalement, j'utilise un rituel. Là, pour passer de celle que vous voyez aujourd'hui à celle que vous verrez peut-être ce soir, je mets 2 heures. 2 heures parce que je me peins intégralement le corps. Je refais tout mon visage. Je me perruque. Voilà, et donc finalement le rituel est devenu partie prenante de ma vie, mais comme un moyen très intime en fait de construire ou de reconstruire mon identité. Et donc aujourd'hui, parfois on me dit sorcière. Alors il y a des fois où j'assume, des fois où ça me fait marrer, je le dis par provocation, je suis sorcière. Puis il y a des fois où je le subis aussi, parce que finalement c'est comme clown, quoi. Quand tu dis que t'es clown, on me dit ça tombe bien, mon fils a 7 ans, la semaine prochaine tu vas pas venir faire des ballons, quoi. Et finalement, quand tu dis que t'es sorcière, c'est pareil, quoi. Il y en a un qui va fantasmer sur ta libido, l'autre il va paranoïer que tu vas lui jeter un sort. Enfin voilà, on se retrouve dans une pluralité des représentations qui nous met aussi en danger, quoi. Donc, je sais pas si j'ai vraiment un avis sur le sujet ou quoi. Juste, moi, je me sens pas écoféministe, c'est-à-dire, par exemple, je travaille avec mon partenaire. Je suis en binôme là sur ce spectacle avec un régisseur, donc qui est un garçon, mais qui est beaucoup plus féminin que moi. Et en fait, moi, dans l'écoféminisme, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est un point de vue très personnel, quoi, c'est qu'on le réduise à la question du genre. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de continuer j'ai pas envie de faire payer aux hommes les dettes du passé, en fait, parce que ça va jamais finir autrement, quoi.
Moi, je fais des rituels et mon collègue aussi. Et des fois, dans les protocoles de travail, bah, c'est moi qui vais porter des trucs lourds et puis c'est lui qui va faire, je sais pas, l'admin en fait. Et donc, moi, je suis déjà dans le process d'inventer des nouvelles formes de relations homme-femme. J'ai envie de sortir de la question du genre. Je me sens pas spécialement féministe non plus, je me sens pas spécialement écolo. Pourtant, je fais une maison terre-paille. C'est pas forcément des considérations écologiques qui m'ont amené à le faire. En fait, juste, je suis fatiguée, et j'ai l'impression, en tant que femme en particulier, qu'on soit toujours en train de me coller des étiquettes. Et en fait, je suis hyper étonnée que les hommes, oui, bien sûr, mais en fait, aussi les femmes, quoi. Donc l'année dernière, j'ai organisé un chantier que j'ai appelé Chantier Sorcière, où j'ai invité des femmes, justement, à venir construire une hutte de sudation, et dans notre chantier, comme on disait, ouais, les femmes, vous êtes des féministes, machin, bah, on a accueilli un homme qui est en paix avec son féminin, en fait. Donc moi, j'ai l'impression que, voilà, écoféminisme, moi, je me disais, en préparant ce débat, je me disais, est-ce qu'on serait pas à féminisme et éco-sorcellerie? Parce que, tu vois, enfin, à quel point on peut interchanger les mots, etc. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'être femme, ça suppose encore plus de justifier, surtout quand on a une étrangeté et qu'on n'est pas dans la case, mais peut-être que les hommes le vivent aussi de manière aussi trash, quoi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour vos deux interventions et vos témoignages. Je pense que ça m'a beaucoup touché que ce soit aussi personnel. Je m'y attendais pas du tout. Parce qu'en général, justement, ce genre de choses, c'est très institutionnel. Du coup, ça, c'était vraiment cool. Je voulais aussi vous remercier d'avoir réintroduit la question queer dans vos interrogations sur la sorcellerie, parce que c'est un truc qui me pose énormément de problèmes et qui pose problème à beaucoup de praticiens et praticiennes queer que je connais, du coup, qui se disent sorcières. L'impression de l'invisibilisation de ce pan entier de la sorcellerie dans les travaux un peu plus récents et plus médiatisés sur la figure de la sorcière, donc dans la question de la sorcellerie contemporaine en tout cas, et de son lien avec les mouvements queer. Donc je voulais vous remercier pour ça. Moi j'avais une question sur... ça rejoint un peu peut-être la question de l'ambivalence, et c'est aussi en partie mes réflexions qui tirent aussi de la conférence d'hier, sur cette question de figure imposée, figure réappropriée sur la sorcellerie, parce que de vos vécus, ce que j'entends, c'est qu'on vous impose un peu ce qualificatif, voire même beaucoup. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même une figure que beaucoup de personnes se réapproprient. Et ce que je perçois un peu, c'est aussi un risque à la fois, il y a une repolitisation de cette figure, mais aussi un risque de dépolitisation. Je pense par exemple au fait qu'il y a pas longtemps, Sephora ait voulu sortir un kit de sorcellerie, ce qui va un peu à l'encontre des idées de la sorcellerie quand même dans une perspective anticapitaliste, etc. Et je voulais vous demander, vous, quelle était votre opinion sur cette question du risque de dépolitisation avec justement la nouvelle... Désolée, ma question est très longue. La nouvelle... Je sais pas comment formuler ça. Le fait que la figure de la sorcière devienne à nouveau aussi populaire, est-ce qu'il y a un risque de dépolitisation, et comment ce que vous en pensez, et si vous pensez qu'il y a une possibilité de contourner ce risque? Voilà, merci. Je sais pas si on a bien compris la question. En fait, moi, après, je peux répondre comme ça, là, de ce que j'ai compris. Moi, je suis pas trop... cette question de politisation ou de dépolitisation, je pense qu'elle passe vachement par l'intime, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit... cette question du féminisme ou pas, des fois on me dit t'es féministe, des fois machin... en fait, j'y réponds par l'intime. Si ma conviction, elle est assez forte, intimement, pour moi, elle passe au-dessus de la question de la politisation, de la dépolitisation. J'ai l'impression que c'est vraiment aux femmes de répondre dans l'intime. Mais bon, peut-être j'ai pas compris la question. Je vais revenir justement sur ce que tu soulignais, sur le fait que les queers sont un peu maintenus hors du champ d'une éventuelle représentation des sorcières. Je pense que ça peut être lié aussi à la figure fantasmée qu'on peut avoir de la sorcière aujourd'hui. À savoir que l'image qu'on peut avoir de la sorcière, c'est principalement une image des inquisiteurs,
Et on va s'imaginer une femme, alors elle pouvait être vieille avec une verrue au milieu du nez en vivant au fin fond de la forêt, ok, mais ça pouvait être aussi une personne à la plastique et justement lui reposer sa libido débordante ou assumer simplement. Et à ce niveau-là, du coup, on comprend pas trop ce que les queers viendraient faire là-dedans. Je parle vraiment, voilà, sur ce côté-là, d'une figure fantasmée qui nous arrive et sur laquelle on ne peut que se raccrocher, ou justement, autrement, aujourd'hui, la figure de la sorcière contemporaine, on a tout à construire. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a tout à construire par rapport à ça. Que ce soit la figure de la sorcière, mais dans tous les milieux aussi, décloisonnons. Pourquoi est-ce que la sorcière serait uniquement celle qui a la connaissance des remèdes, celle qui a la connaissance des plantes, celle qui est capable de faire des rituels de magie et qui intercède à un autre niveau de communication avec dans d'autres mondes? La sorcière qui va être le lien social, la sorcière qui est la sage-femme. Est-ce qu'on ne peut pas... Ou l'avorteuse, voilà, la sorcière, celle qui est en lien avec des connaissances du féminin et du masculin aussi, parce que bon nombre de sorcières qu'on vient voir et que bon nombre d'hommes viennent voir des sorcières parce qu'il y a des problèmes d'impuissance et que la sorcière a la connaissance des plantes, etc. Bref, là où je veux en venir, c'est que la figure de la sorcière est à inventer, est à créer, et qu'on n'est pas obligé de la cloisonner comme on le fait depuis des siècles, depuis l'avènement du capitalisme patriarcal, comme l'a cité Jeanne. Par rapport à une éventuelle récupération marketing. Alors, comment dire ? Je pense que c'est inévitable. À partir du moment où on parle d'un sujet, on parle de quelque chose, c'est inévitable. Après, c'est à chacune d'entre nous de faire la part des choses. Sephora veut vendre un kit de Super Witch, etc. et tout, avec des petits talismans, des machins, un bâton de sauge et tout et tout. Après, si on a un souci au niveau de l'environnement, etc., on peut s'interroger d'où vient cette sauge. Pourquoi est-ce qu'on pratique un rituel avec la sauge, avec une sauge blanche, alors que nous, dans notre pays, la sauge blanche n'est pas censée pousser, et que du coup, en France, on peut utiliser d'autres du coup essences, espèces végétales qui seront plus appropriées. Et puis si historiquement on regarde un peu dans les textes, on s'apercevra qu'on utilisait d'autres espèces végétales. Enfin voilà, après il y a plein de choses aussi, et malheureusement la récupération marketing, on ne peut pas y échapper, c'est un phénomène de mode. Il n'y a qu'à voir, enfin c'est mon constat, c'est mon avis, il n'y a qu'à voir le nombre justement de débats, tables rondes, des bouquins qui sortent autour de la question de la sorcière et de l'écoféminisme aujourd'hui. En même temps, c'est bien aussi parce qu'on vient en parler. Je pense pas que mon arrière-grand-mère aurait pu imaginer qu'un jour je sois là en pleine table ronde autour de la question de l'image de la sorcière, qu'on parle publiquement de l'image de la sorcière, autrement que pour la mettre sur un bûcher. Voilà ce que je peux apporter. On a parlé de plantes, de nature, vous avez parlé de rituels, de magie, et je me demandais du coup par rapport à votre pratique, parce que vous avez parlé de vos pratiques, quelle est la place de la spiritualité dans vos pratiques? Alors oui ou non? Et voilà. La spiritualité. Alors, que dire? Je vais en fumer une chose. Non, en fait, moi je me reconnais. Enfin, toutes les doctrines me prennent la tête, en fait. Comme tous les masques, etc. L'avantage de ça, c'est de pouvoir en jouer. Donc effectivement, moi j'ai un rapport païen, en fait. Je parlais de paganisme. Ouais. Mais du coup, à la spiritualité, ouais, par exemple, quand je fais un rituel de protection, je m'adresse à l'univers. Ou à mes morts. Ou à mes absents, ou aux gens qui m'ont donné l'amour. Enfin voilà, moi la spiritualité, je la vis pas avec un cadre spécialement défini, quoi. Mais effectivement, après on peut se poser la question de ce que c'est la spiritualité, quoi. Pour moi, la spiritualité, c'est ce que j'invente dans l'imaginaire ou dans le symbolique qui me donne du sens, qui donne du sens à ma place parmi les autres, en fait. Et puis la spiritualité aussi, c'est ce qui m'aide à pas
défoncer mon collègue de travail parce qu'il m'a saoulé. Enfin, je veux dire, c'est aussi très pragmatique. C'est à la fois très intime et très connecté à des choses plus hautes, et en même temps un moyen très pragmatique de vivre avec l'autre, quoi. Donc le rituel là-dedans, il est important, que ce soit le rituel qui soit un débrief de fin de festival ou l'enterrement d'un petit animal que j'ai trouvé, ou une demande de soutien pour ma grand-mère qui est à l'hôpital. Enfin, est-ce que j'ai bien répondu? Alors, la question de la spiritualité. Écoute, pour t'apporter une réponse, je dirais qu'elle ne peut pas être absente de ma vie de tous les jours, de mes nuits, de toutes les nuits. Elle est là. Je vais repartir de moi, hein, c'est moi, ça, je peux parler bien, presque. Adolescente, je me suis intéressée, c'est quoi la magie, tout ça, machin, magie blanche, magie noire et tout, et des rituels de machin, et des bouquins de bidule, bref. Beaucoup de choses. Je me suis aperçue qu'il y avait des courants, qu'il y avait des covens et compagnie, etc. Et puis, je lisais les trucs, mais déjà à l'époque, le fait de rentrer dans un truc hyper structuré où on parlait de hiérarchie, de place, de machin, etc. Non, il y avait un truc qui allait pas. J'ai eu beau tout retourner un peu dans tous les sens, fouiller à droite à gauche, regarder ce qui se faisait et tout. En fait, à chaque fois, je n'arrive pas à adhérer à partir du moment où il y a une hiérarchie. Et ça ne marche pas. Donc la spiritualité, au final, moi je la trouve où? Je la trouve là, au milieu de la nature. Et la nature, j'ai pas forcément obligé d'être perdu au milieu de nulle part. Hein. Je peux la trouver sur un bout de trottoir. Et ça m'émerveille au plus profond, simplement, comment cette petite plante a réussi à pousser sur ce bout de bitume. Et tout ce qu'elle peut m'apporter, du coup, en termes de philosophie de vie. Voilà. Oui, réaction? En fait, c'est ce que tu dis qui me fait penser par rapport à la spiritualité. Donc il y a eu des soigneuses, il y a eu des thérapeutes, il y a eu des femmes artistes et tout, ou même des hommes qui m'ont transmis des choses.